Eh bien voilà, un tout grand merci Myriam d'avoir accepté mon invitation par rapport au fait d'exprimer, enfin de partager ton parcours en reconversion professionnelle et surtout par rapport à différents outils que tu utilises. Alors, ma première question, pour un peu piquer la curiosité d'un peu tout le monde, j'avoue, c'est dis-nous un petit peu qui tu es aujourd'hui. Déjà, merci Marie de m'avoir invitée pour cette interview. Qui je suis aujourd'hui? Alors, je suis plein de choses. Je suis une femme d'abord, je suis une épouse, je suis une maman et je suis quelqu'un qui essaye de plus en plus de voir la joie et le bonheur dans les petites choses du quotidien parce que c'est ça qui rend la vie belle et qui fait qu'on se rend compte qu'en fait, on a beaucoup de chance de la vivre, en tout cas la nôtre, en tout cas la mienne. Moi, je pense que je suis vraiment consciente du bonheur que j'ai de la vivre maintenant. Et c'est quelque chose que je voyais peut-être pas avant, en fait. Cette joie, ce bonheur dans les petites choses. Alors parfois, ça paraît débile pour certaines personnes, mais moi, je trouve ça hyper important et j'essaie vraiment de transmettre ça un maximum. Chouette. Alors, l'idée de cette interview, elle intervient dans un challenge que moi, je me suis lancée de pouvoir transmettre au travers de 52 semaines, et donc 52 vidéos, de pouvoir transmettre de l'inspiration, de pouvoir transmettre des outils, etc. Et dans ce cadre-là, ben, je trouvais vraiment inspirant de pouvoir partager ton parcours parce que bah, tu n'as pas toujours été coach, tu n'as pas toujours, en tout cas, fait le métier de coach parce que c'est vrai qu'on essaye de ne pas trop se, se stabiliser ou se présenter par rapport à une fonction. Mhm. Et donc, dis-nous un petit peu quel a été ton chemin pour arriver à ce parcours aujourd'hui? Ah, bah, c'est un très long chemin. C'est un très long chemin. Au départ, moi, je suis prof. Hein. J'ai été prof pendant 20 ans. Et puis, là, j'ai donné ma démission il y a un an maintenant. Il y a un an que je suis plus dans l'enseignement. Donc, en fait, j'ai suivi une voie toute tracée puisque j'étais issue d'une famille d'enseignants et puis études classiques, adolescence classique. Enfin, bref, je cochais toutes les cases de la bonne élève qui ne ruait pas dans les brancards. Adolescence très, très calme. Une eau tranquille pour mes parents. Ils n'ont pas eu de soucis avec moi. Et, euh, et donc voilà, au bout d'un moment, c'est vrai que je me suis dit, oh, qu'est-ce que je ferais bien. Puis j'ai eu un super prof qui m'a donné envie de faire le même boulot que lui. Et comme ça s'inscrivait dans la lignée familiale, ben finalement, voilà, c'était logique. Je me suis pas vraiment posé beaucoup de questions. Je me suis dit, bon, allez, allons-y. Et j'ai été super épanouie dans ce métier de prof pendant 20 ans. Mhm. J'adorais mes élèves. J'adorais de moins en moins le système. J'étais de moins en moins à l'aise avec tout ce qu'on nous demandait et qui nous empêchait, et qui nous empêche encore, je pense à l'heure actuelle, qui empêche encore mes ex-collègues d'exercer sereinement leur métier de prof, qui est finalement de partager, de transmettre du savoir ou d'aider les élèves en tout cas à acquérir des compétences qui leur serviront plus tard. Et je trouve que l'enseignement ne va pas du tout dans cette voie-là. En tout cas, il y a une grosse partie d'administratif qui, moi, me posait un souci parce que ça m'empêchait vraiment de mettre le focus sur le partage, la transmission et apprendre à mes élèves à utiliser ce qu'ils avaient en eux. Et le déclic, en fait, ça a été un décès. Le D'accord. décès du... Ouais, c'est bizarre, mais voilà. C'était le décès C'est un changement, hein. C'est C'est un un changement. changement. Oui, Donc, oui. Je me suis pris une grosse claque parce que ah oui. c'était le meilleur ami de mon fils aîné qui avait 8 ans à l'époque. Et ben voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'on a tout vécu parce que les premiers problèmes sont apparus quand il avait 2 ans ou 2 ans et demi. Donc, on a vécu toute l'évolution de la maladie, les rechutes, les guérisons, etc. Et on l'a accompagné vraiment jusqu'au bout. Ce qui veut dire que mon fils l'a accompagné jusqu'au bout, que moi j'ai accompagné aussi. J'ai accompagné sa maman qui est une amie. Et, et puis, ben, une fois que mon loulou a été pour moi plus ou moins, je dirais à l'abri, ou en tout cas que j'avais l'impression de l'avoir accompagné du mieux possible pour qu'il traverse cette épreuve-là, ben moi je me suis effondrée lamentablement. Quand je me suis dit, bon, on n'a plus trop besoin de moi, c'est bon, je peux me laisser, bloup.
et j'étais incapable de... Enfin, c'est venu progressivement, hein, mais c'est vrai qu'un jour, je me suis dit, je ne peux pas aller bosser. Je ne peux plus aller bosser. Mmh. Et bon, j'ai été en congé pour dépression. D'accord. Et là, j'ai entamé une thérapie. Et c'est là que mon thérapeute m'a dit, écoutez, c'est normal. Parce qu'en fait, ça me renvoyait au décès de ma maman qui avait lieu quand moi j'avais 5 ans. Et que j'avais jamais travaillé, en fait. Enfin, mon deuil ne s'était jamais vraiment fait. Parce qu'à l'époque, voilà, mon papa a fait ce qu'il a cru juste. Et ce que j'ai pas du tout fait quand moi j'ai accompagné mon fils dans ce processus-là. Ouais. Là, autre époque, autre mœurs, et on Oui, fait tout chacun à fait. ce qu'on a et ce qu'on peut. Enfin, je dis pas non plus que ce que j'ai fait était la bonne chose à faire. J'ai fait ce que je pensais être juste et ce qui me correspondait et ce que j'espérais être juste pour mon fils à ce moment-là. Mais voilà, donc je crois qu'on commet tous des erreurs et quand on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on doit quelque part. Est-ce que c'est réellement une expérience, enfin une erreur, ou est-ce que ça fait justement partie des expériences que tu as aujourd'hui, que pour pouvoir dire, tiens, je suis la bonne personne pour accompagner ou pour aider mon fils, pour m'aider moi-même, tu vois? Bien sûr, ça fait partie du chemin de vie et c'était comme ça, c'est que ça devait être comme ça aussi, Mm. quelque part. Mais c'est quelque chose, je me serais jamais dit ça à ce moment-là, tu vois. Ouais. Bon, c'était en 2000, ce décès-là était en 2012. À ce moment-là, je me disais pas ça. Enfin, je suis passée par des phases de colère, par des phases, Mm. enfin, voilà, c'est un processus, c'est un chemin. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me souviens que le médecin conseil m'a dit au mois de juin, je m'étais effondrée vers février-mars, et au mois de juin, le médecin conseil m'a dit, écoutez madame, il va falloir prendre une décision. Et j'ai dit, oui, on est bien d'accord. Et voilà, j'en ai discuté avec mon mari, qui m'a toujours soutenue dans tout ce que j'entreprenais, Mm. qui a l'énorme mérite de me supporter au quotidien depuis 20 ans d'ailleurs, et qui m'a dit, mais tu sais, vas-y, si tu ne sens pas que c'est le moment pour recommencer, c'est pas grave, prends le temps qu'il faut. Et donc j'ai tout remis à plat, tout remis en cause, tout balayé, quoi. J'ai juste gardé mon mari, mes fils, et le reste, j'ai fait le tri dans ce qui me convenait, dans ce qui me convenait plus. Parce que oui, bien sûr, cet épisode-là m'a fait évoluer, la thérapie m'a fait évoluer, et j'ai entamé un chemin à la rencontre de moi-même, j'ai envie de dire, et à la rencontre des autres aussi, quelque part, parce que ça a eu des répercussions sur mon entourage, évidemment. Et notamment mon plus jeune fils, qui à ce moment-là était très en colère également, et que j'ai fait accompagner parce qu'il en avait besoin, et où on s'est rendu compte qu'il y avait de l'hypersensibilité chez lui. Mm. Et donc, j'ai évidemment commencé à m'intéresser à l'hypersensibilité. Voilà, quand je lisais un petit peu à ce sujet-là, je me suis dit, oh, tiens, ça me fait franchement penser à quelqu'un. Et tu sais, hein, une fois qu'on entame un chemin de développement personnel, qu'on va à la rencontre de plein de choses, on s'arrête plus en fait, hein, parce que c'est un cheminement et on découvre toujours des nouvelles choses. Et en plus, moi j'ai appris il n'y a pas longtemps que j'étais une grande curieuse, donc j'accepte maintenant cette curiosité, alors qu'avant je me serais dit, mais enfin, tu mènes rien à... Enfin, pas tu mènes rien à terre, mais tu t'intéresses à plein de choses, à un moment donné, il faut te canaliser. Ouais. C'est ok, quoi. C'est comme ça, et je suis comme ça, je l'accepte. Enfin, j'essaie Oui. d'accepter. Il y a la différence d'acceptation de soi, du chemin par rapport à ce que nous on fait. Et puis c'est vrai que il y a le regard de l'autre. Comment toi tu as pu gérer le regard de l'autre justement par rapport au fait que un hypersensible et un multipotentiel comme nous sommes toutes les deux, on a effectivement un regard qui n'est pas du tout le même qu'une personne qui va être plutôt monotage, si je peux la présenter comme ça. C'est évidemment très dégrossi, hein. Ouais, bien sûr. Mais parce qu'une personne qui n'est pas forcément multipotentielle ne sera pas forcément monotage. Mais on va pousser la caricature. Mm-hmm. Euh, quel,
comment toi tu as pu gérer justement ce regard de l'autre qui peut être parfois très, très jugeant? Avec beaucoup de mal, en Mmh. fait. Je veux dire, c'est très récent, c'est seulement depuis, je dirais, quelques mois que j'accepte ça, en fait. J'ai toujours eu du mal avec le jugement des autres, puisque j'ai toujours essayé de rentrer dans toutes les cases pour être acceptée, en fait, et pour être aimée quelque part, hein, Mmh. soyons clairs. Et donc, c'est vrai que j'ai eu vraiment du mal à accepter hein, ça. C'est vraiment très récent, hein, cette acceptation-là. Quel a été du coup ton déclic? Parce que c'est vrai que autant l'hypersensibilité, enfin moi j'en suis intimement convaincue, c'est une véritable force, c'est un véritable don au final de cette hypersensibilité parce que ça nous permet d'appréhender le monde d'une manière beaucoup plus authentique parce qu'on ressent énormément de choses. On n'a pas de filtre. Donc, ça veut dire que ce qu'on voit, c'est la vérité vraie, si je peux le dire ainsi. Mais du coup, quel a été, toi, peut-être ton déclic ou peut-être l'outil qui t'a peut-être le plus aidé par rapport à ce jugement de l'autre? Je pense que ce qui m'a le plus aidé pour accepter ça, c'est quand j'ai fait mon décodage personnel avec Christelle Deval. D'accord. Je crois que c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, ok, je suis comme ça. Et je dois l'accepter. Parce que ça sert à rien de lutter. À un moment donné, Ouais. tu te dis, bah, ça sert plus à rien de lutter. Je pense que là, je fais aussi quelque chose. Je pense qu'il y a 10 ans, j'aurais peut-être pas accepté ça aussi facilement. Je me dis maintenant, bah, voilà, je suis comme ça. Et soit les gens vont m'accepter comme ça, soit ils vont pas m'accepter. S'ils m'acceptent pas, tant pis, ils feront pas la route avec moi, quoi. C'est un vrai chemin, hein. C'est effectivement pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et c'est vrai que bon, le décodage de Christelle, qui est un véritable outil magnifique en développement personnel, sans rentrer vraiment dans les détails, ça utilise la numérologie, il y a pas mal de questions auxquelles on est invité à répondre pour faire son décodage. Et puis, elle, elle, elle a cette capacité de pouvoir interpréter de manière très très juste l'ensemble de nos réponses. Donc, puisque je l'ai fait également, donc c'est une expérience que j'ai pu vivre également et que je conseille vraiment à tout le monde, vraiment. Donc ce décodage t'a permis d'avoir probablement des clés que pour pouvoir passer à de l'acceptation. Oui, je pense que c'est. Je vais allez, j'aimerais beaucoup le réécouter parce que je l'ai pas encore. Je l'ai laissé décanter en fait ce décodage, mais j'ai vraiment ressenti, oui, une espèce de, comme si je me donnais la permission de me dire, ben, je suis comme ça et je vais l'accepter parce que ça, voilà, oui, comme je le disais il y a 2 minutes, ça sert à rien à un moment et tu te dis, ben, ça sert à rien de lutter en fait parce que tu luttes contre ta nature profonde. Donc, ça va pas. Plus tu luttes, plus tu souffres quelque part et tu n'avances plus, non, tu n'avances pas non Tout plus. à fait. C'est effectivement tu as dit le mot juste, hein, c'est s'autoriser à. Je pense que dans nos métiers respectifs, puisqu'on on a le même métier, même si on le fait totalement de manière différente, parce que enfin, moi, je pars du principe que je n'ai pas de concurrents, je n'ai que des collègues, puisqu'on le fait en fonction de notre vécu, de ce que Tout à nous, fait. on a à partager. Donc, quand on se lance comme indépendant, on nous parle toujours de notre proposition ou notre valeur unique. Je ne sais plus comment on parle enfin, le terme exact. Mais c'est vrai qu'en tant que coach, en tant qu'accompagnateur, on est de façon unique parce que ce qu'on a à transmettre est unique au final. Oui, parce que on est unique déjà, Ouais, donc. tout à fait. Comment est venu du coup, par rapport à tout ce chemin de reconversion professionnelle, cette acceptation de soi, que tu as mis en marche en lançant, en ouvrant la clé de la maison du développement personnel puisque c'est une vraie maison, hein, il y a les moindres recoins et avant d'avoir fait tout le tour de la maison, Oui, il faut, elle est ça grande. prend toute une vie de toute façon. On n'est jamais fini que le jour de notre mort et ça, c'est le côté merveilleux de l'humain. C'est qu'on a toujours cette capacité d'évoluer, de comprendre, de grandir. Quand quel a été le chemin pour arriver à l'ikigai?
Le chemin pour arriver à l'ikigai, ça a été un... Alors, j'ai toujours eu besoin, jusqu'à cette acceptation-là, et même encore un peu maintenant, je pense, pour être honnête, j'ai toujours besoin effectivement de cocher des cases et de valider des choses. Donc, j'ai toujours eu besoin de me dire, eh bien, pour être coach, il me faut une formation certifiante de coach. Donc, de formation en formation, enfin, en même temps, voilà, maintenant, comme en plus, je sais que je suis une grande curieuse, je sais que je continuerai de toute façon à me former toute ma vie, même, j'ai fait plein de choses en autodidacte, j'ai lu des bouquins, j'en ai des tonnes, quoi, hein, je sais même plus où les mettre. Et pourtant, j'ai une grande maison, intérieure et extérieure. Mais du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, pourquoi l'ikigai ? Parce que alors c'est tout bête, mais je suis arrivée dans une librairie de seconde main parce que j'ai un fils cadet qui lit énormément de mangas. Et on a pris le pli pour des raisons écologiques et économiques, les deux jouant, de commencer à les acheter en seconde main. Donc, l'idée, c'est de temps en temps, on va se balader à Bruxelles et puis on va dans une librairie de seconde main et on cherche les numéros manquants. C'est le grand jeu, la petite chasse au trésor de temps en temps. Voilà. Et donc, du coup, évidemment, moi, si je vais dans une librairie, il ne faut pas me lâcher dans une librairie. Je me ressors très rarement sans rien. Je dois vraiment m'obliger. C'est vraiment... Je comprends et je compatis sérieusement. Et donc, voilà, évidemment, en seconde main, tu ne trouves pas toujours nécessairement ce que tu veux, mais parfois, tu tombes par hasard sur des choses. Et ce jour-là, je suis en faisant la file à la caisse, il y a toujours un rayon avec des livres juste à côté de la caisse. C'est très bien fait, évidemment. Enfin, plus maintenant, mais à l'époque, il y avait encore ça. Et il y avait un livre qui était posé là, qui n'avait rien à faire là, qui était le petit livre de l'ikigai. Et je me suis dit, tiens, petit livre de l'ikigai, qu'est-ce que c'est ? Alors j'ai retourné, j'ai lu les couvertures, et puis je me suis dit, ça a l'air sympa ça comme truc. Et puis voilà, hein, je l'ai lu, et c'était pas un livre comme on les voit maintenant, sur la méthode Ikigai, trouver votre Ikigai, etc. C'était vraiment sur la philosophie de l'Ikigai. C'était écrit par un japonais, donc c'était une traduction, hein, parce que je ne dis pas japonais. Mais j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'ai même dit à mon fils, qui est un grand fan de manga et fan de la civilisation japonaise aussi, tu devrais le lire parce que c'est vraiment très intéressant. Ça apprend énormément de choses sur la culture japonaise et sur la civilisation japonaise. Et cette philosophie, parce que finalement, l'ikigai, nous, en Occident, on le réduit souvent à trouver le métier de ses rêves, le métier idéal, etc. Mais c'est pas du tout ça à la base. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on a ajouté. C'est vraiment une philosophie, une façon de vivre. Tout à fait. Ça allait être ma prochaine question de demander un petit peu d'expliquer, parce qu'effectivement, il y a un véritable amalgame entre l'Occident qui présente ça comme un outil, alors qu'effectivement, c'est une véritable philosophie de vie. Oui, c'est une philosophie de vie, effectivement, puisque dans Ikigai, on a Iki qui signifie être en vie et Gai qui signifie ce qui vaut la peine d'être vécu. Donc, pour les Japonais de l'île d'Okinawa, l'Ikigai, c'est tout ce qui fait que notre vie vaut la peine d'être vécue, mais on peut trouver l'Ikigai dans les petites choses du quotidien, justement. Hein. Ça peut être dans s'émerveiller devant un lever de soleil, devant un papillon qui passe. Enfin, ça peut être des choses aussi bêtes que ça, entre guillemets. Ouais. L'ikigai, c'est aussi toute une philosophie de vie. Ça a été notamment relié au Blue Zone par Dan Buettner qui a étudié ces zones bleues qui sont au nombre de 5 ou 7, je pense. Enfin, il y en a plusieurs, elles sont disséminées un peu dans le monde. Hein. Il y a l'île d'Okinawa, il y a l'île de... il y a une île grecque, et il y a une petite ville il y a une petite ville de Californie, il y a la Sardaigne, et il y a une petite ville au Costa Rica également, donc elles sont 5, je pense, dans ces zones-là. Et ce sont les zones où on a trouvé que les gens vivaient le plus longtemps et en bonne santé. Et donc, c'est là qu'il s'est intéressé aux différents facteurs qui faisaient que ça se passait comme ça. Et c'est là qu'on a découvert que c'était toute une philosophie de vie qui est liée à l'alimentation, mais qui est liée aussi au mouvement, qui est liée à la connexion avec la nature, qui est liée au lien avec la famille ou avec une tribu de manière générale. Il y a des tas de facteurs comme ça qui interviennent. Donc, ce n'est pas juste une question de métier, de boulot. Ouais. Alors ça, c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup comme ça
en Occident, mais c'est pas que ça, l'ikigai, justement. C'est vraiment... on représente 4 cercles, mais au départ, il y en avait 3. Enfin, Oui. Comment toi, tu l'utilises, cette philosophie de vie au quotidien? écoute, j'ai été essayer d'identifier quel était mon ikigai, puisque quand je me suis formée, évidemment, en tant que coach ikigai, ben, tu fais ton ikigai toi-même. Hein, on t'explique comment le présenter. On t'explique quel coaching tu peux donner aux personnes, comment présenter cet outil-là. Mais fatalement, si tu n'appliques pas en tant que coach, si tu n'appliques pas ça à toi-même, ça n'a pas de sens. Tout à fait. Donc, c'est vrai que moi, je me suis surtout attelée aux 3 premiers cercles, par rapport aux 4 cercles. Hein. Dans les cercles, il y a le premier cercle qui concerne ce qu'on aime, le deuxième cercle qui concerne tout ce qui est nos talents, le troisième cercle qui est notre contribution au monde, donc comment on peut contribuer au monde, et puis ce quatrième cercle qui a été ajouté plutôt en Occident, qui est ce pourquoi je pourrais être payé, mais ça pourrait être aussi du bénévolat, donc ça oui, tout à fait. Pas nécessairement un job rémunéré. On peut voir les 4 cercles de l'ikigai de manière générale pour trouver ce qui nous met en joie, parce que finalement c'est ça l'ikigai, c'est un outil pour trouver ce qui fait que notre vie va être belle, ce qui va nous mettre en joie dans ce qu'on vit au quotidien, dans ce qu'on vit tous les jours. Et c'est quoi qui te met en joie? Moi, ce qui me met en joie, finalement, c'est le fait d'apprendre, de partager, de transmettre, en fait. Moi, ce sont des verbes dans mon ikigai. Ce que j'ai retrouvé, ce sont des verbes. D'accord. Ça se passe comment un ikigai avec toi? Ça se passe comment un ikigai avec moi? Mais je te dis, on va aller explorer ces 3 ou 4 cercles. En général, on explore quand même les 4. Hein. Alors, ça se fait à l'aide de questions, souvent. Mais moi, c'est vrai que j'aimerais bien... Alors, pour le moment, je le fais encore avec des questions type, je dirais, hein, qu'on retrouve, j'imagine, un peu chez tous les accompagnateurs qui font du coaching ikigai, mais qui est fatalement unique puisque c'est moi qui le donne, donc c'est à ma sauce. Mais c'est vrai qu'à terme, j'aimerais bien y joindre de la créativité, puisque moi, je travaille beaucoup avec des outils créatifs. Donc c'est vrai qu'à terme, j'aimerais bien y joindre des outils créatifs. Mais donc voilà, pour le moment, on explore les cercles avec des questions. C'est vrai que, moi, je te connais parce que effectivement, tu es une personne hyper créative. Tu animes et tu organises des ateliers créatifs. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que je te posais la question de savoir comment tu faisais ton accompagnement à Ikigai, parce que ce que moi, je ressens très fort chez toi, c'est effectivement cette force de pouvoir voir la personne qui vient en face de toi de manière complètement complète. Voilà. Mais de pouvoir effectivement avoir ce côté créatif. Alors ouais, on sait que le créatif ne plaît pas forcément à tout le monde, ou en tout cas beaucoup de personnes en ont peur en se disant oui, mais moi je suis pas créatif et donc je sais pas faire ça. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à ces personnes-là? Non, on est tous créatifs. On a tous été un enfant un jour, et les enfants, par essence, sont déjà tous créatifs au départ. Ce qui bloque après, c'est le jugement, le regard des adultes, souvent. Que ce soit les parents, que ce soit les profs. Enfin, moi, j'ai vu ça avec mon fils aîné. Hein. Il a été complètement cassé par son institut de sixième primaire. Il est persuadé qu'il n'est pas créatif. Moi, je dis, mais non, on est tous créatifs. Et créatif ne veut pas dire qu'on est un artiste accompli, qu'on va exposer. C'est pas ça, la créativité. La créativité, c'est ça peut laisser parler son cœur par l'intermédiaire de ses mains. Et ça doit pas être beau. C'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste toujours quand les gens font des ateliers avec moi. Il n'y a pas de notion de beau, il n'y a pas de jugement. Ce qui sort de vous est juste, en fait. C'est ce qui doit être là, c'est ce qui doit être exprimé. Et le fait de faire appel au créatif, on fait appel à des choses qui sont en nous et dont on n'a pas nécessairement conscience. Et c'est ça qui est toute la richesse d'utiliser ces outils créatifs, que ce soit du collage, du dessin, de l'écriture, peu importe. Mais ça vient chercher des choses tellement profondes en nous dont on n'a pas conscience. Tout à fait. Moi, je vois ça à chaque atelier, je vois ça. Mmh. À chaque atelier, les personnes me disent il y a ça qui est sorti, mais je ne me rendais pas compte. C'était pas ça que je voulais faire sortir, à la limite, tu vois. Ils viennent en atelier en disant oui, c'est de ça que je vais parler, ou c'est de ça que je vais exprimer, et puis ils ressortent en disant mais c'est pas ça que je voulais exprimer, mais c'est ça qui est ressorti. Ben oui. On est souvent persuadé de tout savoir, et au fait, au final, le subconscient, le créatif est un formidable outil
pour pouvoir laisser libre cours à l'expression de notre subconscient, parce que notre cerveau a tendance à tout contrôler, à justement faire en sorte qu'on ne rentre pas dans le jugement, surtout on ne reçoit pas qu'on ne choque pas, qu'on ne dérange pas, surtout en tant qu'hypersensible. S'il y a bien une chose qui fait très très peur à l'hypersensible, c'est surtout que les gens ne nous aiment pas. C'est vraiment la blessure de rejet pour un hypersensible, c'est vraiment une des blessures les plus, les plus. Et s'il y a un rejet, alors elle est vécue comme une injustice. Et donc c'est vrai que le créatif a ce pouvoir-là de vraiment pouvoir donner la voix à ce qui est réellement à l'intérieur de nous. Oui. Donc, je m'en rends compte, hein, souvent il y a des gens qui sont venus chez mon atelier en me disant bon, je fais un test, mais à la limite c'est pour te faire plaisir parce que moi ça va pas aller, je suis pas du tout créative, et puis ils ressortent de là en disant bah mince quoi. Parce que justement ils ont toujours en eux cette petite voix qui leur dit créatif égale ça doit être beau. Non, ça doit correspondre à des normes. Non, ça doit être pour soi, et ça doit, enfin ça doit, non ça ne doit pas, mais on le fait pour soi. Et je pense qu'il est important de le faire sans penser à un jugement et sans penser à accepter que ce qui sort est juste, et que c'est ce qui devait sortir, et peu importe si c'est trois lignes courbes, ou enfin trois lignes droites et 4 courbes ou 2 cercles, ça veut dire quelque chose, et c'est ok. Et c'est vrai que pour le moment, oui, je suis encore très dans les questions, je ne vais pas dire standards, mais les questions type qui vont faire qu'on va trouver son ikigai, mais tout en les mettant à ma sauce et en allant plus loin, en creusant chaque fois plus loin. Mais je sais que je vais, à un moment donné, je vais y ajouter ma patte de créatif pour laisser parler ce qui est plus profondément en nous encore, et justement quitter ce mental. Chouette. Moi, j'ai hâte de voir cette partie-là. Moi aussi. J'ai vraiment hâte parce que je pense que c'est réellement ta force, c'est de pouvoir allier cette formation et cette transmission par le créatif. Donc, on est toutes les deux créatives plutôt. Oui. On utilise toutes les deux des outils créatifs. Tout à fait. Mais c'est vrai que je pense que ça fait vraiment partie de tes forces de pouvoir transmettre par ce biais-là. Tu le vibres vraiment. On a pu vivre des ateliers sur le groupe de Marjolaine. Alors, je pense pas qu'aujourd'hui, on puisse voir tous les ateliers qui ont été donnés depuis le début sur le groupe Un sourire à la fois. Mais c'est vrai que quand tu transmets ça, quand tu es vraiment dans cet atelier de créativité, tu es vraiment dans ton élément. Donc moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Tu sais que ça me fait beaucoup rire parce que, notamment quand on part à la recherche de son ikigai, on propose de faire le test des forces de Seligman et Peterson, qui sont des pères de la psychologie positive, où tu as tes 24 forces de caractère. Tu as 24 forces de caractère, et ce sont tes forces signatures, parce que comme il y en a 24, tu imagines la combinaison, hein, c'est unique, clairement. Oui. Et on se focalise en général. Alors, certains coachs disent sur les 5 premières. Moi, ma formatrice nous a dit on se focalise sur les 6-7 premières. Les 5 premières, c'est un peu réducteur, et parfois, il y a tellement peu de différence entre les 5 et les 7 que voilà, on prend les 6-7 premières, c'est vraiment nos forces signatures. Et bien, bizarrement, la créativité n'est absolument pas dans mes premières forces signatures. Pas du tout. Alors maintenant, les forces, c'est 24 forces. Il y en a, si tu as envie de les faire remonter dans le classement, tu peux travailler dessus. Celles qui sont que de peloton, ça n'a aucun intérêt. C'est pas la peine de te tracasser avec ça. Si elles sont dans les dernières, c'est qu'elles n'en valent pas la peine, sauf si ce sont des choses telles que l'amour, le pardon. Alors là, il doit être bien d'essayer de les faire remonter pour pas être trop psychopathe. Mais par exemple, celles qui ne sont pas en queue de peloton, ça peut être intéressant de travailler dessus pour, si tu as envie, évidemment, de les faire remonter dans tes forces signatures. Mais moi, la créativité est bizarrement, et j'étais persuadée qu'elle serait dedans, elle n'est pas dans mes forces signatures. Ah, bah écoute, comme quoi. Comme quoi, tu vois.
Comme quoi, on en apprend tous les jours sur soi. Je pense que c'est vraiment le développement personnel. Tu l'as dit en début d'entretien, c'est vrai que c'est un véritable parcours. On sait quand on commence, mais on ne sait pas quand on termine. Enfin, si, on sait quand on termine. Voilà, le jour où on a vraiment plus le choix. Et encore, je pense que même les quelques instants avant la phase finale, c'est encore riche d'enseignements par rapport à qui on est et de ce qu'on peut transmettre à notre entourage. Certainement. Enfin, voilà, je ne prie pas pour arriver rapidement à cette phase-là. Je pense Oui, que j'ai beaucoup d'apprentissage à faire. oui, moi aussi. Mais c'est vrai que je pense, je suis intimement persuadée que c'est un moment très riche d'enseignement où on peut comprendre certaines leçons par rapport à ce qu'on a pu vivre, parce que chaque événement est riche en apprentissage, est riche, même si les événements sont désagréables, demande comme ce que tu as pu vivre en 2012 avec le décès de cet enfant. Euh, c'est un événement hyper désagréable, hyper dur, mais qui au final aujourd'hui est riche d'enseignements, est riche de choses que tu as l'occasion de transmettre pour aider les autres, d'autres personnes à se transcender et aller chercher ce qui va réellement les mettre en joie, ce qui va réellement leur permettre de s'épanouir au quotidien. Oui, et enfin, avec le recul, je pourrais lui dire merci en fait. Oui. Je pourrais lui dire merci parce qu'il m'a permis de sortir de cette espèce de carcan dans lequel je m'étais enfermée toute seule. Hein. Mais quelque part, il m'a permis de me libérer et d'être vraiment moi. Oui, parce que je pense que c'est un... J'ai tiré une carte oracle comme je fais régulièrement le matin. Et c'est vrai que la carte qui est sortie aujourd'hui, c'est rencontre. Et je pense que c'est une rencontre que tu as faite et qui t'a beaucoup appris, comme chaque rencontre qu'on fait au final. Oui. Donc, c'est ce que je dis toujours, toutes les personnes qu'on rencontre nous apprennent quelque chose, que ce soit positif ou... Enfin, je veux dire que ce soit des personnes bienveillantes ou pas bienveillantes. Toutes les personnes qui sont sur notre chemin le sont pour une raison ou une autre. tout à fait. Et leur message est toujours positif. Dans le sens, il est soit agréable, soit désagréable, mais c'est comme une émotion sera toujours positive parce qu'elle aura toujours un message, une information du manque de relation qu'on a par rapport à soi ou de la bonne relation que nous avons avec nous-mêmes, de se faire respecter et de nous respecter d'abord. Oui, très important, ça, de se respecter d'abord soi-même. Et oui, et ça demande parfois, ça demande parfois du boulot. Hein. Oui, on est bien d'accord, oui, c'est très, très compliqué. Se respecter soi, savoir dire non. Myriam, si tu avais l'occasion de dire un mot ou de transmettre une chose aujourd'hui, ce serait quoi? Soyez vous-même sans avoir peur du jugement des autres, du regard des autres. En tout cas, un tout grand merci pour cet entretien super riche. Une belle rencontre à nouveau, même si ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant et qu'on se suit, on fait... oui, on se croise, puis on se perd de vue, puis on se retrouve. Et puis, voilà. ouais. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi et de pouvoir aller à ta rencontre. Et en tout cas, un tout grand merci de ce partage, de cette transmission que tu nous as offert aujourd'hui au travers de cette interview. Et je mettrai les liens pour qu'on puisse te retrouver, les informations pour qu'on puisse te retrouver, suivre puisque tu as un groupe. C'est quoi le nom de ton groupe? Alors, j'ai un groupe qui s'appelle Je mets de la couleur dans ma vie. Voilà. Et donc, j'inviterai les personnes à rejoindre ta page et à rejoindre ton groupe au travers de cette chaîne YouTube pour qu'on Merci puisse à toi, en tout cas. créer le monde à notre... non, le monde qu'on a envie de voir émerger. Voilà. Ouais. Le monde qu'on a envie de laisser à nos enfants, exactement. Ouais. Un monde beau, coloré, doux, où il fait bon vivre. Oh oui. Merci à toi, Marie, en tout cas, c'est un plaisir.